7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, une semaine de plus. Vous vouliez commencer par mettre en lumière quelque chose qui est passé sous silence et qui pourtant, à mon avis, va beaucoup intéresser nos auditeurs, ce nouveau scandale de la Commission européenne avec ce Green Deal. Oui, parce qu'une fois de plus, au niveau du Parlement européen, on a découvert un scandale qui touche des ONG et des ONG qui, je le rappelle, sont chargées d'influencer les députés. J'ai écouté le sondage. Est-ce que vous considérez que la voiture électrique est une arnaque, la voiture propre ? On est en plein dedans. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert que l'ancien commissaire européen, M. Timmermans, un Belge, qui avait fait voter le fameux Green Deal, n'avait rien trouvé de mieux que donner des subventions très importantes à des organisations non gouvernementales pour convaincre les députés que ces propositions étaient bonnes. C'est-à-dire que tout est complètement inversé. On n'a pas des ONG qui font remonter du terrain les préoccupations du terrain ou des ONG qui, parce qu'elles ont des connaissances scientifiques, démontrent telle chose ou telle chose. On paye des ONG, il n'y a pas d'autre mot, on paye des ONG pour expliquer aux députés que ne pas voter le Green Deal est quelque chose d'absolument scandaleux et que pour le bien de la planète, il faut voter pour ce Green Deal. Alors, pourquoi c'est scandaleux ? D'abord parce que c'est un dévoiement complet des subventions de l'Union européenne. Pour le moment, on ne connaît pas exactement les montants. Tantôt, on entend le chiffre le plus bas qui est 700 000 €,, c'est déjà pas mal. Et certains vont jusqu'à 15 millions. L'enquête commence. Mais désormais, c'est clair. Au début, c'était un soupçon. Ça avait été sorti par un journal flamand. Désormais, le nouveau commissaire européen, M. Séraphin, M. Timmermans est parti, a reconnu que c'est en partie vrai. Et donc, on attend la suite. Après la suite, je peux déjà vous faire la suite du feuilleton. Tout ça sera enterré. Vous savez, dans l'Union européenne, c'est moi ce que j'appelle la stratégie de l'édredon. Souvenez-vous, quand il y a eu le Qatar Gates, qu'on a découvert des valises de billets, je dis bien des valises de billets, chez les députés uniquement socialistes qui étaient influencés par des ONG qui travaillaient pour le Qatar. Il y a eu beaucoup de déclarations, on a dit on va faire une enquête, et puis 3 ans après, il n'y a toujours rien. C'est-à-dire un peu comme l'oreiller, quoi. Il s'enfonce et puis il reprend la forme. Donc je crains qu'il n'y ait pas grand-chose, mais ça montre une fois de plus que toutes ces organisations non gouvernementales, c'est devenu une sorte de business, et que si certaines font un vrai boulot, pour d'autres, c'est une occasion d'être grassement subventionné par l'Union européenne et d'autre part, d'avoir un rôle un peu trouble. Voilà. Jordan Bardella et d'autres ont demandé immédiatement la suspension du Green Deal parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les députés qui l'ont voté ont été complètement influencés par des arguments qui étaient par moments douteux. Oui, je pense qu'il faut bloquer et suspendre ce Green Deal afin de tout revoir. Ensuite, je voudrais vous citer une dernière anecdote qui est savoureuse. Vous savez, on apprend beaucoup de choses avec les chauffeurs, dans toutes les assemblées. À votre avis, allez, toutes les voitures au Parlement européen, j'ai appris, sont propres, confirmées par 3 chauffeurs. Toutes sont propres, électriques, hydrogène et tout, sauf une. À votre avis, quelle est la seule voiture, j'ai bien dit du Parlement européen, qui est encore une voiture à moteur thermique, enfin à explosion, parce qu'après avoir essayé la voiture propre, elle a dit non, je préfère avoir une voiture classique. Eh bien, vous allez nous le dire. C'est la présidente du Parlement européen, Madame Metsola, qui a demandé, elle, à avoir une voiture classique, polluante. Voilà. Tout ça est une vaste comédie qui nous coûte cher et où certains s'enrichissent. Et puis les ONG deviennent des outils d'ingérence étrangère. C'est quand même assez inquiétant. Vous évoquiez le Qatar Gate, mais aujourd'hui, il y a ce risque-là qui pèse réellement sur l'Union européenne. Les ONG sont devenues un instrument d'ingérence, mais soyons sérieux. Vous savez, il y a des mots qui apparaissent. Il y a une dizaine d'années, on a commencé à parler de fake news. Fake news, c'est quoi ? C'est des mensonges, quoi. Ça a toujours existé en politique. Et à mon avis, ça existera toujours. On peut faire des lois sur les fake news. Dans ce cas-là, certains comme M. Macron devraient être en prison depuis longtemps. Mais soyons sérieux, les mensonges, ça a toujours existé. Les ingérences aussi. Soyons honnêtes. Les ingérences américaines, par exemple, dans les élections en Amérique latine, ça existe depuis longtemps. Et si on se regarde aussi dans un miroir, il y a eu quand même un certain nombre d'ingérences françaises dans les élections en Afrique depuis les indépendances. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un véritable moyen d'intervention utilisé pour décrédibiliser ceux qui ne vous plaisent pas. 2 exemples récents, la Géorgie.
J'en ai déjà parlé, mais la Géorgie, il y a eu des élections, elles ont été validées par toutes les instances, et finalement, mais c'est pas du tout un parti pro-russe, puisque je rappelle que la Géorgie est occupée à 20% par la Russie. Simplement, il y en a qui disent en clair, il faut suivre aveuglément l'Union européenne, et d'autres qui sont un peu plus intelligents, qui disent notre principal partenaire, notre principal voisin, c'est la Russie, donc on est peut-être obligé de faire avec. Voilà, c'est tout. Eh bien, on a découvert, par exemple, que dans le fameux rapport des observateurs de l'OSCE, ceux qui observent les élections, qui a été enfin rendu public le 20 décembre, 5 jours avant Noël, eh ben nulle part. On parle d'ingérence russe, pourtant il y a 50 pages. Voilà, parce que après ces élections, vous avez toujours les commentaires à chaud, et puis le rapport arrive 3 mois après. Et le rapport est un travail sérieux en général. Ouais. Ben, nulle part, il y a marqué qu'il y a des ingérences russes. Et on peut multiplier ces exemples très souvent. Voilà, Madame Loiseau, qui s'est fait une spécialité d'être la chasseuse des ingérences, pleure en ce moment dès qu'il y a un pays qui n'est pas conforme à ce que rêve l'Union européenne. La dernière cible, c'est M. Fico en Slovaquie. Voilà, quand M. Fico, entre parenthèses, a eu une tentative d'assassinat et été gravement blessé il y a quelques mois. C'est dommage qu'on n'ait pas entendu Mme Loiseau ou d'autres pour s'en émouvoir. Voilà. Et dans le même temps, bien, tous ces députés vont sans cesse dans les pays où le vote ne leur convient pas. Voilà, les ingérences aujourd'hui, c'est devenu le prétexte pour contester toutes les élections qui ne vous plaisent pas. Vous voyez, si j'habitais Villeneuve-Saint-Georges et que ça ne me plaise pas, ben je dirais, attendez, il y a eu des ingérences, je ne sais pas, enfin, on trouvera toujours une communauté quelconque, et donc il faut être sérieux. Une élection, de toute façon, il y a toujours des rapports de force. Par moments, il y a des ingérences étrangères, mais c'est extrêmement, à mon avis, minoritaire. Et si vous voulez qu'on parle de Musk, puisque je crois que c'est un peu ce qui vous intéresse aussi, Musk intervient sur les élections allemandes. Oui. Ça choque les gens, ça les outrage. Mais quand M. Soros intervient dans de multiples élections, ou quand M. Obama appelle à voter pour M. Macron, ça, c'est pas une ingérence, c'est un conseil. Voilà, oui. Tout est la différence. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas du tout choqués par le fait que M. Musk donne son avis. Voilà, point final. Et puis son avis, qu'on résume, c'est le Sud-Ouest qui s'est empressé de rapporter qu'Elon Musk avait appelé à être fier d'être allemand lors de ce meeting donc, de l'AfD. Bon, pour l'instant, c'est quand même quelque chose d'assez correct, même si ça choque. Bien sûr, là, mais attends, je vois pas... on peut être fier de son pays et reconnaître les erreurs du passé. Voilà, je veux dire, moi je suis fier d'être français, je regrette que certains pouvoirs aient participé à la rafle du Veldiv, voilà. Mais je n'ai pas honte pour l'éternité, pendant 67 générations, sur ce sujet. Et donc oui, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il fallait arrêter le complexe de culpabilité. Oui, on n'est pas responsable de ces fautes ou de ces crimes des grands-parents. Voilà. Après, je pense qu'il ne faut jamais les oublier. Mais parce que ça sert de leçon. Mais donc voilà, c'est la seule chose qu'on lui reproche. Et après, je me pose une question, très franchement. Est-ce que si M. Musk faisait le même discours en France, le citoyen du Vaucluse, où j'ai été élu pendant des années, serait vraiment influencé par le vote, par l'avis d'un milliardaire américain à l'autre bout de la planète? Voilà, c'est un avis parmi tant d'autres. Je pense que dans les ingérences, il y en a bien plus du service public et de certains milieux qui cannibalisent les ondes publiques avec un seul courant d'idées. Il nous reste 3 minutes, Thierry Mariani. On pourrait peut-être faire le bilan une semaine après l'investiture de Donald Trump. Est-ce qu'il y a eu une réaction ? Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place au niveau européen ? Le bilan, il est fait en 1 seconde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça fait 1 semaine. Non, mais c'est extraordinaire. On a l'impression, vous voyez, que Mme von der Leyen s'est transformée en lapin au milieu de la route, dans la nuit, là, qui est ébloui par les phares. Il y a une sidération où tout le monde attend. Tout le monde attend et tout le monde est prêt à se faire plumer. Je rappelle une fois de plus que depuis 2014, l'Union européenne a intégré 10 pays, dont 9 sur 10 sont des inconditionnels des États-Unis. Donc Trump sait très bien qu'il peut prendre toutes les sanctions économiques qu'il voudra. Il n'y aura strictement aucune représaille ou aucune guerre économique lancée, parce que l'Europe n'a rien à dire. Voilà. Quand M. Trump dit qu'il faut acheter plus de gaz, ou quand il dit on va augmenter les tarifs douaniers, la seule chose qu'a su répondre Mme von der Leyen quand ces menaces étaient proclamées avant l'élection, c'est on va vous acheter encore plus de gaz. Voilà. Pour moi, vous savez, et je crois qu'il nous reste 1 minute 30. Non, un peu plus. On va jusqu'à 54. Alors, 54.
Non, moi j'ai été fasciné par l'audition du patron de Michelin au Sénat. Il faut que chacun l'écoute. Le patron de Michelin, c'est quoi Michelin? C'est une entreprise qui a des usines partout dans le monde et qui peut comparer. Et il explique, chiffre à l'appui, avec un calme et une neutralité politique, pourquoi l'Europe est en train de décrocher et pourquoi on est en train de se suicider industriellement. Et il montre qu'il y a 5 ans, on pouvait encore s'en sortir. C'est-à-dire quand les coûts de production étaient aux alentours de 100 en Inde, de 120 aux États-Unis, on était à 130. Mais maintenant, on est à 170. Et qu'en 5 ans, il y a un fossé qui s'est creusé où l'Europe ne peut plus s'en sortir dans ces conditions actuelles. Tout ça, c'est le bilan quand même de Mme von der Leyen. Moi, je pense que l'Europe va vers une catastrophe, je le maintiens, et je suis extrêmement inquiet. C'est pas très. On va éviter de finir sur cette note inquiétante. Thierry Mariani, on voit quand même qu'à échelle nationale, il y a quand même certains pays, notamment l'Italie, on en parlait avec Marie Darmagnac, qui se positionnent pour commencer à engager ce travail diplomatique, et même elle a commencé à engager ce travail diplomatique avec les États-Unis. Oui, enfin, vous savez, Mariani, c'est d'origine italienne. Donc, comme le disent méchamment certains, l'Italie commence toujours les guerres et elle finit dans un autre camp. Mais, donc, j'ai rien contre l'Italie. Ça peut au moins donner une impulsion, peut-être. Oui, mais l'Italie a une faculté d'adaptation et par moments de plier le cou qui m'a toujours surpris. Certains Italiens vont m'en vouloir. Mais voilà, je pense que... D'abord, je me permets de rappeler que quand je dis que cette capacité d'adaptation est très forte, regardez par exemple sur le plan Covid, c'est l'Italie en Europe qui en a le plus bénéficié. 200 milliards alors que la France en a 40 milliards. Ensuite, collaborer avec les États-Unis. Bien sûr, je le répète, c'est notre meilleur allié, mais c'est notre pire concurrent. C'est d'ailleurs un des rares points sur lesquels De Gaulle et Mitterrand étaient d'accord. Voilà. Et donc, c'est quoi coopérer avec eux? C'est systématiquement faire ce qu'ils souhaitent. Voilà. Moi, je le répète, je suis content que Trump ait battu Mme Kamala Harris parce que c'était un danger pour la liberté d'expression, c'était un danger, Mme Harris, pour la progression du wokisme, et les démocrates ont toujours montré que plutôt qu'arrêter les guerres, ils préféraient les continuer. Mais je pense qu'on est rentré dans une période très dure qui va nous coûter très cher et où on a besoin... Je ne crois pas à l'Europe, vous le savez, mais on a besoin surtout de chefs d'État en France qui soient extrêmement réactifs, extrêmement fermes. Et pour le moment, je pense que malheureusement, avec Emmanuel Macron, on ne remplit pas ses qualités. On espère que ça arrivera un jour. Merci beaucoup Thierry Mariani, à la semaine prochaine.